Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous allons démarrer, comme a dit Jessica, par le premier thème qui est sur le sujet de l'intelligence artificielle ou pas, pour ne pas utiliser le mot intelligence naturelle, qui n'est pas vraiment si naturel que ça d'utiliser le mot intelligence naturelle. Bon, je passe la blague. Nous y avons réfléchi donc avec nos étudiants et étudiantes des Students Ex Machina, ici présents, qui ont bien voulu jouer le jeu. Noëlla, qui est étudiante en troisième année de licence en administration économique et sociale à l'Université de Capitole. Notre expert en IA, Yves, qui est donc dans la spécialité intelligence artificielle et transformation business à Supaéro. Et enfin, Louis, qui nous a rejoint. Il est en avant-dernière année pour obtenir le diplôme d'ingénieur informatique au CNAM. Donc, j'ai eu le plaisir de les encadrer avec Dominique Gérard, qui ne peut pas malheureusement se joindre à nous en présentiel, mais je pense qu'elle doit nous suivre attentivement derrière ses écrans. Et je vois aussi Éléazar, qui a eu le plaisir de nous rejoindre. Éléazar, c'était un ancien SEM de 2019. On a notre surprise dans le même genre bientôt, je te laisserai découvrir. Donc, Éléazar, qui a été SEM en 2019, a souhaité participer pour encadrer et nous aider dans cette organisation, cette préparation. Merci à lui. Donc, je suis Alain Mollet-Marjorie et je suis experte en intelligence artificielle et en partie à mise à disposition d'Anity, l'Institut d'intelligence artificielle qu'a présenté Jean-Marie. La problématique qu'on s'est posée est la suivante, c'est quand on parle d'IA, de quelle intelligence parle-t-on? On connaît l'intelligence humaine, on sait qu'il y a plein d'intelligences parmi les autres êtres vivants, mais est-ce que ces intelligences se ressemblent-elles entre elles déjà? On sait bien que c'est de nature, qu'elles sont de nature différente, mais quelles sont les particularités de chaque intelligence? Donc ça, c'est aussi dont parlait Malik. En même temps, elles se ressemblent. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais pourquoi on a l'impression que c'est pareil? Eh bien, il va falloir un petit peu creuser ces sujets et être capable de dire si l'IA, finalement, est-ce que c'est qu'une simulation ou plus que ça, ou moins que ça, par rapport à un humain ou un être vivant. Donc, enfin, on s'est posé la question que tout le monde a en tête, c'est effectivement quel est l'avenir pour l'homme et par rapport face à cette intelligence artificielle. Il faut savoir en préambule que nous avons nous-mêmes des biais. On en a parlé que on parlerait des biais. On n'en parlera pas trop dans notre présentation à nous. Mais déjà, il y a un premier biais qui, en fait, notre cerveau a tendance à attribuer des caractéristiques physiques ou morales à des objets, à des animaux. Ben, peut-être qu'effectivement, c'est ça notre problème, c'est qu'on affecte trop à l'IA des compétences qui nous sont propres. Deux éléments factuels et introductifs avant de rentrer dans le sujet. Deux choses, mais je pense qu'à travers ce qu'a posé Malik, vous avez compris. La première date de naissance s'est attribuée à 1956 à une rencontre de différents chercheurs aux États-Unis qui étaient là de différentes origines. Ils étaient déjà en multidisciplinarité. Et ils ont dit, mais en fait, on est en train de parler de quoi? Ce qui nous rattache? Quel est ce mot-là? Et ils ont parlé de artificial intelligence. Et c'était en 1956, donc pour vous dire que ça ne date pas d'hier, l'intelligence artificielle. Enfin, une simple définition. Il y a beaucoup de définitions, mais je pense que c'est celle-ci qui a le bon goût d'être simple et concise. Et c'est le résumé de ce qu'a présenté aussi Malik tout à l'heure, quand il a présenté toutes les capacités qu'avait l'IA. C'est le nom donné à un ensemble d'algorithmes et de techniques dont le but est de reproduire les capacités cognitives ou sensorielles, c'est important, des êtres vivants dans des machines électroniques. Donc, je vais passer la parole aux étudiants qui vont pouvoir vous tenter de répondre à ces questions. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc pour commencer cette présentation, nous allons commencer par un état des lieux de l'intelligence de manière générale. Donc tout d'abord en vous présentant ce que c'est faire l'IA et ensuite je laisserai la parole à Yves qui vous présentera les différents types d'IA. Donc pour commencer, pour aborder ce que c'est faire l'IA, nous allons commencer par vous présenter ses capacités computationnelles. Ensuite, nous allons parler donc de l'IA prédictive avec sa modélisation prédictive.
et ensuite ses capacités en perception. En ce qui concerne donc ces capacités computationnelles, nous avons deux approches à l'IA. L'IA symbolique et l'IA connexionniste qu'on connaît aujourd'hui. L'IA symbolique, elle, plutôt se baser sur donc, des règles logiques, des manipulations de symboles, et on va plutôt reproduire le raisonnement humain de manière explicite et transparente. Ceci fait donc qu'elle est très puissante pour faire des tâches restreintes, mais donc ne requiert pas beaucoup de données. Ensuite, nous avons donc l'IA connexionniste, elle, qui va plutôt se baser donc sur les neurones biologiques du cerveau humain en faisant des réseaux donc, interconnectés. Elle va se baser donc avec des techniques statistiques d'apprentissage automatique, mais elle va avoir besoin d'un grand volume de données afin de s'entraîner. Maintenant, donc, pour la modélisation prédictive, donc l'IA prédictive, elle, va faire recours à des techniques statistiques d'apprentissage automatique où elle va donc détecter des tendances dans des données passées afin d'anticiper des événements futurs en se basant donc sur les motifs représentés dans sa base de données. Elle va donc pouvoir formuler des prévisions au court ou au long terme, donc par exemple dans des domaines comme la gestion des stocks d'un magasin, la bourse ou encore la météo. Les capacités en perception donc, de l'IA repoussent tous les jours la perception humaine. Notamment, donc, nous avons dans le domaine médical, un exemple serait donc la détection du cancer du sein, où l'IA va pouvoir faire donc des analyses sur des images mammographiques afin de prévoir et détecter des cancers en avance pour entamer des traitements directement au plus tôt. Non seulement dans le domaine médical, mais aussi dans le domaine scientifique et de la recherche, nous avons le défi Vesuvius, qui a été lancé en 2023, qui a donc pour objectif de déchiffrer d'entiers papyrus carbonisés suite à l'éruption du volcan Vénus à Naples. Et donc, une équipe de chercheurs a réussi à dérouler virtuellement ces rouleaux grâce à des techniques d'X-ray. Et le but de ce défi est donc maintenant de développer une IA afin de détecter l'encre qui a été carbonisée sur ces papyrus. Donc en 2023, nous avons eu 4 passages qui ont été reconstitués, pardon. Et l'objectif en 2024 sera donc de déchiffrer 90% des papyrus restants. Je laisse maintenant la parole à Yves pour présenter les différents types d'intelligence. Bonjour à toutes et à tous. Une fois que nous avons procédé à une revue de ce qu'est l'IA contemporaine et de ce dont elle est capable, il semble opportun de savoir qu'elle cohabite avec d'autres intelligences que nous allons vous présenter. La première, il s'agit du blob. Le blob, c'est un organisme unicellulaire qui réside dans les régions humides, notamment dans les bois, et qui a plusieurs particularités. Déjà, ce n'est ni une plante, ni un animal, encore moins un champignon. Il est dépourvu de ce qu'on pourrait considérer comme un cerveau, mais néanmoins se montre capable d'apprendre et de transmettre ses acquis. Ce faisant, il repousse les limites de la compréhension générale qu'on peut avoir de l'intelligence. Pour illustrer un peu ce que le blob est capable de faire, on vous a préparé une petite vidéo de quelques secondes, justement pour vous montrer un peu la capacité du blob à apprendre et à transmettre. Ni même encore un champignon. Je suis un organisme unicellulaire, une cellule géante. Et je n'aime pas le sel. Non plus. Voilà, c'est bon. Très bien. Enfin, ça, c'est ce que je croyais au début. L'éthologue Audrey Dussutour m'étudie depuis plusieurs années à l'Université de Toulouse. Elle veut savoir si je suis capable d'apprendre. D'apprendre à aimer le sel, par exemple. Elle a dû monter une expérience astucieuse pour le découvrir. J'ai été placé face à ma nourriture préférée. Mais elle a mis un petit pont de sel entre nous. Pouah! Le premier jour, j'ai mis 10 heures pour parcourir seulement 1 centimètre sur ce pont salé. Mais au fil des jours, ça me dérangeait de moins en moins. Et au bout de 5 jours, je suis parvenu à traverser le pont de sel aussi rapidement qu'un pont non salé. J'ai donc réussi à apprendre à supporter le sel. Voilà, on a donc justement un organisme dépourvu de ce qu'on pourrait considérer comme le cerveau, mais qui se montre capable justement d'apprendre et de transmettre ses acquis. La deuxième intelligence à laquelle nous allons faire allusion, c'est l'intelligence humaine, qui nous est beaucoup plus familière, et elle se découpe en 8 types différents. Justement, cette intelligence, elle donne du sens au monde, mais avec les biais qui vont avec.
Elle est multiforme, comme on l'a dit dans la présentation, et se nourrit de l'environnement ainsi que des affects. On peut la dire darwiniennement optimisée, ce qui renvoie à la plasticité du cerveau, ou notamment justement des personnes qui exercent des activités particulières vont voir leur cerveau se développer avec une tendance à fournir justement des aptitudes supplémentaires à la maîtrise optimale de cette activité. Notamment, il y a le cas des chauffeurs de taxi qui vont développer un sens d'orientation un peu plus poussé que la moyenne, ou bien des musiciens et autres sportifs de très haut niveau. Et justement, cette intelligence, elle est sujette à des illusions qui révèlent justement ses limites. La troisième intelligence que nous allons vous présenter, c'est l'intelligence collective et naturelle qu'on retrouve principalement dans des essaims d'abeilles ou bien des colonies de fourmis. Et justement, ces maîtres de l'intelligence collective, on se retrouve avec des groupes qui agissent de manière coordonnée. On se retrouve avec des groupes, des groupes constitués de centaines de milliers d'individus qui agissent de manière coordonnée afin de résoudre des problèmes complexes. Et justement, avec ces groupes, on peut les considérer comme des individus entièrement à part, d'où justement la notion d'intelligence collective. Je vais passer la parole à Noëlla qui va vous parler de la perception. Alors, bonjour à tous, on va passer à la deuxième partie parce qu'on a vu qu'il existait de nombreuses capacités qui étaient données à l'IA, mais qu'il existait aussi d'autres formes d'intelligence. On va maintenant prendre l'intelligence humaine et on va essayer de la comparer avec l'IA sur des domaines tels que la perception ou le langage. C'est dans le domaine de la perception que l'IA a été le plus développée, notamment grâce au deep learning. Cependant, sa perception est limitée. Si par exemple, on ne lui a jamais montré de chaise, elle ne pourra pas en reconnaître. De plus, elle est hyper spécialisée et sa perception est alimentée par un humain. Nous avons, quant à nous, des biais cognitifs qui sont guides de notre survie, mais aussi des défauts. Notre cerveau se développe pour répondre à nos besoins. Il optimise nos sentiments, notre dopamine et notre énergie. Nous ne sommes alors pas des êtres parfaits identiques, car notre perception et notre attention est limitée et le monde dans lequel nous vivons est complexe. Le genre, les mœurs, le vécu et les connaissances sont des influences multiples qui mènent à des résultats différents. Pour illustrer la différence de perception entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, il est intéressant de citer l'article « Ce que ne savait pas Marie » de Frank Jackson en 1982. Alors, Marie est une scientifique enfermée depuis sa naissance dans une pièce monochrome et à l'aide d'un écran en noir et blanc, on lui a enseigné toutes les connaissances scientifiques du monde, donc notamment aussi le principe de la lumière avec les longueurs d'onde. Donc, elle sait ce que c'est que les couleurs et le bleu. Mais quand elle va sortir de cette pièce, elle saura reconnaître le bleu grâce à ses connaissances, mais n'aura pas les mots pour décrire cette couleur bleue et sa perception. Nous, les humains, nous n'avons pas que seulement des connaissances, mais aussi des sens qui nous permettent d'obtenir d'autres informations. On peut alors comparer grossièrement l'IA à Marie qui est toujours enfermée dans cette pièce. Et on voit bien qu'il y a une différence entre notre intelligence et celle, si elle existe, de l'intelligence artificielle. Alors, à partir de là, comment arriver à un résultat similaire? Il n'y a aucune conformité dans nos choix et actions. Elle est cependant nécessaire et contribue à la diversité et nous permet d'avancer. Regardez par exemple cette photo qui avait fait le tour d'Internet il y a quelques années, qui avait fait beaucoup de débats au sujet de sa couleur, pour savoir si elle était bleue et noire ou dorée et blanche. Donc on va faire d'ailleurs une petite expérience, si vous voulez bien, je vais avoir besoin de vous. Alors ceux qui voient la robe en noir et bleu, est-ce que vous pouvez lever la main s'il vous plaît? Et ceux qui la voient en blanche et dorée. Alors, vous avez vu, la solution, enfin, le résultat nous paraît évident et pourtant, on est à peu près à 50-50 dans la pièce. Donc, notre perception diffère vraiment. Donc, voilà, maintenant, je vais passer la parole à Louis pour la deuxième partie. Je vais désormais vous parler donc de l'intelligence artificielle conversationnelle.
Donc pour cela, je vais commencer par vous parler donc, du test de Turing et ensuite vous faire un rappel donc, sur l'IA conversationnelle au fil du temps et ensuite, bien évidemment, ses limites. Pour commencer, donc, le test de Turing a été proposé par le mathématicien Alan Turing en 1950 et avait pour but donc d'évaluer l'intelligence d'une machine. Elle se passe de la façon suivante. Un évaluateur humain pose une question à un humain et à une machine. Ensuite, il aura les réponses et s'il n'est pas capable de distinguer avec certitude les deux, alors la machine est considérée comme avoir réussi le test. Turing donc dit que si la machine trompe l'humain plus de 30% des cas, alors il va valider le test. Maintenant, depuis 1991, il existe un concours annuel où des IA conversationnelles sont mises à l'épreuve afin de passer ce test, et celle qui remplit le mieux le test gagnera le prix Loebner. Maintenant, l'IA conversationnelle au fil du temps. Donc, nous commençons avec la machine de Turing, proposée donc en 1936. Ensuite, il publiera donc son test en 1950. Le premier chatbot rudimentaire, lui, sera Elisa en 1966. Ensuite, l'assistant vocal destiné au grand public sera Siri en 2011, proposé par Apple. Et le premier modèle de langage d'OpenAI sera GPT-1, proposé donc en 2018, et mènera donc plus tard à ChatGPT, publié en 2022, et qui utilisera donc ce même modèle de langage. Maintenant, pour ses limites, donc, en effet, cette IA peut être impressionnante et peut faire peur, mais elle a beaucoup de limites, notamment avec l'ambiguïté dans le langage. Ici, avec cet exemple, donc, nous avons la phrase « Une femme regarde un homme avec son télescope ». Nous pouvons nous demander à qui appartient le télescope avec cette phrase. Alors, nous avons mené des tests avec ChatGPT et il a affirmé avec certitude que c'est l'homme qui détenait le télescope et que la femme le regardait. Alors que nous pouvons très bien penser que la femme regarde l'homme au travers d'un télescope. L'IA peut aussi être victime d'hallucinations. Donc, comme vous pouvez le voir avec cet exemple, nous posons la question 100 divisé par 5 est-il supérieur ou inférieur à 10? Nous avons posé la question à ChatGPT et il nous a répondu avec certitude que 20 était inférieur à 10. Donc, ceci peut être dû donc, au recours à des techniques statistiques et non pas à la réelle compréhension du problème qu'on lui pose et donc dire certaines absurdités. D'autres éléments qui peuvent arriver sont la génération de références bibliographiques, des fausses références, des faux CV ou des faux noms encore qui peuvent être générés afin de mieux convaincre l'utilisateur des réponses qu'il va vous donner. Je laisse maintenant la parole à Noëlla. On va maintenant attaquer la troisième partie de cette deuxième partie. On a pu voir qu'il y avait une réelle différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et on peut se poser la question de l'IA, est-ce que c'est une copie? Est-ce qu'elle nous simule? Est-ce qu'elle nous imule? Alors, si on prend leur définition, l'émulation, c'est quand la simulation, pardon, intervient quand on ne sait pas exactement comment reproduire un système. On va alors créer des algorithmes qui font semblant. On ne sait pas prédire le résultat, on cherche justement à les analyser pour essayer de mieux les comprendre. L'émulation, quant à elle, c'est reproduire un système de sorte à avoir l'entièreté du système émulé. On sait donc les résultats qu'on veut atteindre et qu'on va atteindre. Par ailleurs, l'IA ne va que copier nos comportements. Si on lui dit d'être énervée, elle va tenter de reproduire en se basant sur les informations et les images qu'elle a vues, sans pour autant avoir une réelle compréhension de ce sentiment. L'humour est alors un des concepts qui lui échappe. À partir de schémas linguistiques et de données statistiques, elle pourra déduire que cette blague est drôle et pourra même l'expliquer si elle contient une certaine logique. Mais elle ne pourra pas en générer une à partir de rien. Pour conclure cette deuxième partie, même si on voulait cloner les humains et leur intelligence, notre nature complexe et diverse ne garantirait pas l'unicité et la fiabilité de l'IA. On ne comprend pas encore très bien ce que c'est que l'intelligence, on ne peut donc pas l'émuler. Donc, l'IA nous simule. Et on va passer maintenant à la troisième et dernière partie, et je repasse la parole à Yves. Maintenant que nous avons une idée des insuffisances de l'IA, il serait intéressant de savoir quelle est sa place dans le temps. Et justement, pour y arriver, nous allons dans un premier temps essayer de la regarder sous le prisme de l'effet Baldwin. L'effet Baldwin, c'est un corollaire de la théorie de l'évolution de Darwin qui nous est plus ou moins familière, mis en avant en 1896 dans son livre intitulé
un nouveau facteur en évolution par le psychologue américain James Mark Baldwin. Il stipule que le comportement durable d'un individu ou d'un groupe influence sa capacité d'apprentissage et ne serait pas limité au seul facteur génétique. En le ramenant donc sur le prisme de l'intelligence artificielle, il se trouve que on est dans une nouvelle incarnation de l'essor fulgurant des techniques qu'on a eues, par exemple, au 19e siècle avec la révolution industrielle qui ont transformé notre environnement. C'est ainsi que l'intelligence favorisant l'innovation qui en retour stimule l'intelligence, l'IA est le résultat d'une longue accumulation de connaissances et d'outils conceptuels qui ont façonné l'intelligence humaine. On se retrouve donc dans un cercle vertueux qui accélère l'évolution biologique et culturelle. C'est donc cette boucle de rétroaction positive au cœur de l'effet Baldwin. Elle laisse entrevoir justement une accélération sans précédent de l'évolution de l'intelligence. Tout comme la révolution industrielle a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, l'avènement de l'IA pourrait être le catalyseur d'une nouvelle étape décisive dans le développement de nos facultés cognitives. Nous allons maintenant aborder l'IA comme à la fois fille et mère de l'intelligence humaine. Comme on l'a dit, l'IA, c'est le fruit d'une longue maturation scientifique et technologique née des siècles d'accumulation de connaissances. Et donc, par ricochet, elle peut être un nouveau moteur potentiel pour l'évolution de nos capacités cognitives et physiques. Maintenant, quel est le futur de l'IA? À ce sujet, plusieurs voix divergent, notamment au sein de la communauté scientifique, qui disent que la prochaine étape dans l'IA, ce serait ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Il s'agit justement d'égaler et de dépasser l'intelligence humaine dans tous les domaines en faisant jeu égal avec l'intelligence humaine ou en la dépassant. Et cela pose donc de nombreuses questions, notamment, ça laisse entrevoir un horizon aussi fascinant qu'inquiétant à mi-chemin entre rêve technologique et cauchemar éthique. Et par conséquent, il y a un défi majeur qui nous est demandé, c'est celui de garder le contrôle sur l'IA et de pouvoir être en mesure de l'aligner sur les valeurs qui font la force de l'humanité. Merci Yves. Pour conclure, et plutôt pour résumer, Yves nous a montré au début que dans la nature, il y a plusieurs formes d'intelligence. Louis nous a montré des exemples des différentes tâches dans lesquelles l'IA peut s'accomplir et être meilleure que l'être humain. Noëlla nous a montré que l'intelligence humaine était complexe, pouvait aussi avoir des biais. Et en gros, on a plutôt tendance à conclure de cette présentation que l'IA est une copie et une simulation, une bonne simulation dans certains cas, moins bonne ou avec des limites dans d'autres. Simplement, effectivement, ce que Malik a rappelé par rapport aux projections, beaucoup de spécialistes rappellent que déjà dans les années 40, on promettait l'IA générale dans 30 ans. Donc, ça continue à susciter et ça mérite encore de réflexion. Donc, à propos de réflexion, Malik Galab, vous qui baignez depuis de longue date dans l'IA et dans la robotique en particulier, vous avez déjà réfléchi sur tous ces sujets et on a pu constater et avoir le plaisir de vous écouter en 2019 au colloque, le même colloque qu'aujourd'hui même avec les Students Ex Machina qui s'appelait l'intelligence du vivant, où vous étiez intervenu pour nous expliquer que l'intelligence n'était pas réductible à un algorithme. Je pense que c'était ça la conclusion, même si c'était surtout posé en question. Alors, est-ce que vous êtes plutôt arrivé aux mêmes conclusions que nous depuis 2019? Est-ce que vous avez changé d'opinion? Et est-ce que surtout vous avez d'autres éclairages à nous apporter? Merci Marjorie, merci Noëlla, Yves et Louis. C'était vraiment très intéressant. J'applaudis à tout ce que vous nous avez présenté. Bravo pour votre travail. Bravo, je suis d'accord sur beaucoup de points que vous avez soulignés. Je réagirai avec un regard complémentaire. Il y a des choses sur lesquelles j'ai une vision légèrement différente. Je ne veux pas me défiler par rapport à la question que vient de me poser Marjorie avant de vous donner un peu mon regard complémentaire.
Oui, nous avons des formes d'intelligence différentes, comme ça a été clairement évoqué. Il y a plusieurs formes d'intelligence et l'algorithmique n'est pas la seule. Vous avez nécessairement un thermostat chez vous pour réguler la température dans vos pièces. Vous savez comment fonctionne ce thermostat. C'est un filament qui se dilate et qui se contracte selon la température et qui établit ou rompt le contact électrique qui fait que votre chaudière s'allume ou s'éteint. Il n'y a pas un algorithme derrière. Il y a simplement un système régulateur qui fait que la physique de la dilatation établit la régulation. Et la plupart des mécanismes qui fonctionnent dans la nature s'appuient sur des choses de ce genre, des mécanismes de régulation. Beaucoup s'appuient sur des mécanismes de régulation. Je peux citer des tas d'exemples. Bien entendu, je peux faire un thermostat avec un algorithme. C'est 2 ou 3 instructions. Je mesure la température, je regarde s'il est plus haut ou plus basse que la consigne, etc. Et je vais obtenir le même résultat au niveau de la régulation thermique. Mais ça sera fait différemment. Ça sera fait différemment et un certain nombre de mécanismes de régulation humains qui portent sur nos émotions, sur notre capacité à intervenir avec toutes nos sensations, avec notre corps, tout le système sensorimoteur font que nous fonctionnons différemment du fonctionnement d'un algorithme. C'est ce que j'avais essayé de présenter effectivement à ce colloque il y a maintenant 4 ans. Alors, mon regard complémentaire est le suivant. Vous avez souligné avec juste titre que l'intelligence est multiforme. Je voudrais m'assurer que nous sommes tous d'accord que la capacité à concevoir un objet ou un système complexe bien adapté à ses fonctions et son environnement très efficace, que cette capacité est une forme importante de l'intelligence. La capacité de conception requiert de l'intelligence, démontre de l'intelligence. D'ailleurs, quand on essaye de former des enfants, on leur donne des Legos, on leur donne des objets à assembler et à concevoir. Donc, le physicien Richard Feynman, prix Nobel de physique, a dit « Je ne comprends que ce que je sais concevoir et construire ». Donc, sommes-nous tous d'accord que la capacité à concevoir est une forme importante d'intelligence? N'est-ce pas? Je ne vois personne qui dise non. Alors, avançons. L'évolution naturelle. Tout à l'heure, il était question de diverses formes d'intelligence, le blob, etc. L'évolution naturelle conçoit des systèmes merveilleux. Depuis les cellules les plus simples, jusqu'aux plantes, jusqu'aux organes physiques d'une richesse extraordinaire avec une efficacité fonctionnelle et énergétique remarquable. Regardez le système visuel dans la nature, les yeux. La nature en a inventé plus d'une demi-douzaine de conceptions différentes, complètement différentes et alternatives, qui sont adaptées aux possibilités neuronales du système qu'il doit voir. L'œil de la mouche, qui ne dispose que de 400 neurones, n'a rien à voir avec notre œil qui dispose d'1 million de neurones derrière. Et pour pouvoir voir avec une bande passante suffisante, que fait-il? Il vibre. Il vibre. Et c'est sa vibration qui lui donne un regard suffisant avec si peu de moyens. Donc, la nature est un grand concepteur. L'évolution naturelle est quelque chose qui a permis toutes ces merveilles de la nature que nous voyons, qui fait qu'on peut qualifier cette évolution comme étant un grand concepteur. Tellement grand concepteur que pour certains, il y avait nécessairement un grand concepteur derrière. D'accord? Et l'humanité l'a souvent vu comme ça. Mais si vous examinez attentivement les preuves du modèle darwinien, qui sont de plus en plus convaincantes, vous allez me dire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse qu'il y a un grand concepteur derrière et que la mécanique des mutations et de la sélection, du jeu du hasard et de la nécessité, comme c'est le qualifié Monod, a permis cette capacité de conception. L'évolution naturelle a joué avec les gènes pour pouvoir mettre en avant et créer cette grande richesse et diversité. Donc nous avons été d'accord, n'est-ce pas, pour dire que faire preuve de conception, c'est une forme d'intelligence. Nous sommes d'accord pour dire que l'évolution naturelle est a démontré des capacités de conception formidables. Donc l'évolution naturelle est intelligente. N'est-ce pas? Si nous sommes d'accord sur les prémices, la conclusion va de soi. L'évolution naturelle est intelligente. Mais vous allez me dire, tu joues sur les mots. C'est une intelligence particulière. C'est une intelligence qui est purement bottom-up.
C'est le fait de combiner un certain nombre de choses. Elle est le fruit du hasard. Elle n'est pas intentionnelle, téléonomique. Et la nature ne comprend rien à ce qu'elle conçoit. En effet, je vous l'accorde, hein, ces trois caractéristiques sont importantes et elles sont d'autant plus importantes que je les comprends aujourd'hui algorithmiquement. Je peux vous en dire quelques mots par un certain nombre d'algorithmes qu'on manipule régulièrement. Donc, vous allez me dire, ce n'est pas ça l'intelligence dont on parle. OK. Par exemple, si je fais un bateau, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je ne vais pas le faire bottom-up par hasard, je vais le faire de façon dirigée top-down. C'est quelqu'un, l'ingénieur qui conçoit ce bateau. Je vais avoir une intention derrière, liée à la fonction associée au bateau, et je vais m'appuyer sur ma compréhension du bateau. Est-ce bien le cas? Est-ce bien le cas? Je vais vous lire cette citation sur laquelle je suis tombé à l'écoute d'une conférence de Daniel Dennett, et je vais vous dire de qui elle est. La citation dit « Les barques pontées sont des mécaniques merveilleuses, gracieuses, solides. On admire les travaux des abeilles, mais les travaux humains ressemblent beaucoup aux cellules hexagonales de la ruche. Observez l'abeille ou le pêcheur. Vous ne trouverez pas trace de raisonnement ni de géométrie. » Pourquoi? Tout bateau est copié sur un autre bateau. Il est clair qu'un bateau très mal fait s'en ira par le fond après une ou deux campagnes, et ainsi ne sera jamais copié. Sur 100 000 bateaux jetés aux vagues, les vagues ramèneront à peine quelques barques manquées et presque toutes les bonnes. On peut donc dire que c'est la mer elle-même qui façonne les bateaux, choisit ceux qui conviennent et détruit les autres. Chaque progrès est imperceptible. Et je rajouterai, en grande partie, le fruit du hasard. Ce sont les propos d'Alain, écrits en 1920, le philosophe Alain. Est-ce que ce processus-là s'appuie sur une compréhension faible? En réalité, le fait d'associer compréhension à intelligence est quelque chose qui est relativement récent. Et de la même manière que les divers exemples qu'on peut citer sur l'évolution naturelle donnent des choses fantastiques, l'évolution de nos artefacts et de ce que nous faisons et de ce que nous concevons le donne aussi. Prenons un cerveau nu, humain, très très riche, 86 milliards de neurones. Nu, ça veut dire sans l'ensemble des concepts qu'il faut qu'on est ce que nous sommes. Si je prends un bébé, si je vais un peu plus loin que l'expérience de Marie qui vient d'être évoquée, je prends un bébé qui va être privé de tout héritage de l'évolution culturelle dont nous bénéficions depuis des centaines de milliers d'années. Si ce bébé survit, serait-il intelligent? Son intelligence serait sans doute extrêmement limitée. Sera-t-il capable de réinventer à lui tout seul la pierre taillée, la maîtrise du feu, la roue? Peu de chance. Peu de chance. Considérez les millions d'années qui ont été nécessaires pour que nous y parvenions avant notre espèce, pour mes premiers exemples, et notre espèce. L'intelligence naturelle résulterait, naturelle telle que nous la qualifions aujourd'hui, celle qui est dans le cerveau qui n'est pas nu, qui n'est pas simplement la somme des 86 milliards de neurones, mais qui est la somme de beaucoup de choses, résulterait d'une énorme richesse de concepts qui ont survécu, comme les bateaux qui n'ont pas coulé, et qui a été amélioré, comme les barques de Alain, après plus de 10 000 ans, 100 000 ans d'usage, d'enrichissement. On aborde la conception des bateaux avec les concepts de force, avec les concepts de poussée, avec les concepts de portance, de traînée, de système dynamique et de dérivés, que de façon très très récente. Il y a donc, en parallèle aux capacités de l'évolution naturelle, les capacités de l'évolution culturelle et technique qui façonnent notre intelligence et qui nous apportent énormément et qui enrichissent aussi l'intelligence artificielle. Cette évolution culturelle et technique joue avec les mêmes choses que l'évolution naturelle joue avec les gènes. Elle joue avec ce que Dawkins a appelé les mêmes. L'évolution naturelle fait avec les gènes ce que l'évolution culturelle fait avec les mêmes. Quels sont les mêmes? Eh bien, ce sont des résultats. Je termine. Merci Jean-Marie. Ce sont les résultats des mots et des concepts que nous avons derrière. C'est comme
si j'ai, par rapport au cerveau nu, un hardware électronique dans lequel il n'y a pas de logiciel. C'est Daniel Dennett qui dit que c'est la même chose qu'un smartphone sans aucune application. Ce sont les applications qui enrichissent et qui font qu'il est capable de réaliser les fonctions ou la fonction qui vous intéresse. Donc, l'élément qui me paraît important de souligner, c'est que dans les exemples que j'ai donnés, on souligne un certain nombre de processus, ceux de l'évolution naturelle ou ceux de l'évolution culturelle et technique, qui sont en eux-mêmes porteurs d'une énorme richesse qui fait l'intelligence dont nous parlons. Et ces processus-là, nous savons aujourd'hui les mettre en œuvre en intelligence artificielle. La famille d'algorithmes qui fait ça s'appelle les Monte Carlo Tree Search, MCTS, et nous les mettons en œuvre dans une grande diversité de situations. Nous les mettons en œuvre avec des résultats qui nous apportent des performances que nous ne comprenons pas suffisamment. Et je reviens un peu à ce que j'avais dit au départ, à savoir que nous sommes dans une situation qui est potentiellement dangereuse. On va en reparler, de capacités dont nous avons une maîtrise insuffisante. Donc, Jean-Marie me dit que c'est suffisant. Je pense qu'à partir de tout ce que nous avons entendu, il y a matière à beaucoup d'autres débats et beaucoup d'autres sujets sur lesquels on va revenir. Merci beaucoup, Malik. Donc, Sarah Marchand, vous êtes actuellement doctorante au CERCO, au Centre de recherche sur le cerveau et la cognition. Au sein de l'équipe La vision spatiale chez les hommes, les singes et les machines, vous avez d'abord fait un master en neurosciences, lors duquel vous avez fait plusieurs stages en cognition animale. Aujourd'hui, votre thèse porte sur l'imagerie cérébrale des primates pour comprendre comment le cerveau intègre les informations visuelles et vestibulaires dans le contexte de la perception de notre propre mouvement. Donc, on avait plusieurs questions. Quand nous avions discuté ensemble pour préparer cette conférence, vous nous avez parlé d'expériences réalisées pour déterminer si l'animal peut avoir de l'empathie. Nous n'avons pas abordé la question de l'empathie comme point différenciant entre une intelligence chez les êtres vivants et une IA. Que sait-on par contre de l'empathie chez les animaux? Alors, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Et merci beaucoup pour cette invitation. Merci également pour les travaux que vous avez présentés et pour l'accompagnement. Avant donc, de répondre concrètement à cette question sur l'empathie chez les animaux, puisque c'est une thématique qu'on n'a pas encore abordée, je pense qu'il est important de définir ensemble ce qu'est l'empathie et de la différencier peut-être d'un concept qui est souvent associé, qui est la compassion. L'empathie, c'est plutôt cette capacité à ressentir ce qu'un autre individu que nous ressent. Donc il y a vraiment une forme de transfert émotionnel et c'est ce qui nous permet ensuite éventuellement de présenter de la compassion envers cette personne. La compassion, ça va plutôt être une réaction suite à ce ressenti dû à l'empathie. Et la compassion, ça va plutôt être un sentiment de bienveillance, de soutien envers une personne, mais qui va être une succession de l'empathie. Donc, pour moi, c'est assez important de définir correctement ces deux termes. Et donc, l'empathie, c'est cognitivement assez demandant parce que ça nécessite de pouvoir comprendre l'état émotionnel de l'individu qu'on a en face de nous, ce qui nécessite d'être capable d'avoir une prise de perspective, de se mettre à la place de l'autre. Et ensuite, ça demande une réponse émotionnelle adaptée, par exemple une réponse de compassion, mais ça demande donc une réponse émotionnelle et éventuellement un comportement altruiste. Donc cognitivement, c'est quand même assez demandeur, et pourtant, chez l'animal, on peut retrouver à des niveaux très variés, donc ça semble être assez conservé dans l'évolution, des mécanismes qui laissent penser que les animaux sont doués d'empathie. Donc des exemples qu'on a pu observer d'un point de vue éthologique, ça va être de l'aide mutuelle entre individus d'une même espèce, par exemple chez des espèces assez éloignées de nous comme l'éléphant. On a beaucoup de phénomènes d'aide mutuelle. Voilà, quand l'un d'entre eux est bloqué quelque part, on a souvent d'autres individus du groupe qui viennent pour l'aider. Donc un comportement purement altruiste dans lequel l'individu va dévier de sa trajectoire, de ses objectifs propres pour venir en aide à un autre.
C'est également retrouvé dans tout ce que l'on appelle le social buffering. Donc, c'est le fait que quand un animal est stressé ou quand il est malade, on va avoir des individus qui vont l'entourer, qui vont venir apaiser. Et ça se retrouve notamment chez la souris. Voilà, encore une fois, une espèce assez éloignée de la nôtre. Mais on observe effectivement des réactions au stress d'un autre individu, donc qui laissent entendre que l'empathie existe dans ces espèces aussi. Évidemment, c'est quelque chose qui est assez controversé en biologie parce que on cherche toujours à savoir s'il n'y a pas des explications plus simples qu'un niveau cognitif aussi élevé. Donc, si on peut trouver des explications plus simples comme de l'apprentissage associatif, comme un apprentissage assez basique qui est un mécanisme beaucoup plus facile à retrouver dans le règne animal, on va plutôt privilégier ces hypothèses-là. Donc, ça reste très discuté. C'est un sujet qui est encore très, très étudié à l'heure actuelle. Et une réponse qu'on peut y apporter, c'est ce qu'on appelle la recherche des corrélats neuronaux. Donc, c'est d'aller voir dans le cerveau si on a des régions qui répondent spécifiquement à l'empathie. Et donc, si on arrive à identifier ces régions-là, on peut aller les chercher ensuite dans d'autres espèces. Et à ce moment-là, ça serait une preuve, en tout cas scientifique, apportée à la présence d'empathie chez les animaux. Donc, ce qui m'amène, pour relier au thème de l'IA, à dire que tant que l'on n'a pas compris, et c'est ce qu'on disait hein, déjà au début de cette conférence, mais tant que l'on n'a pas compris vraiment le mécanisme biologique derrière l'empathie, ce qui n'est pas encore le cas actuellement complètement, il est très difficile ensuite de le modéliser, de l'intégrer dans un système informatique. Oui, Sarah, notre seconde question justement concerne l'effet Baldwin dont on a parlé et de l'évolution des espèces. Vous nous avez cité toujours pendant nos échanges avant ce colloque le cas de l'évolution des chiens par rapport aux loups et l'impact sur leur faciès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'on sait là-dessus et ce que vous avez appris lors de votre stage sur les chiens? Alors oui, effectivement, j'ai effectué un stage durant mon master en psychologie cognitive chez le chien. Où le sujet principal était la compréhension qu'il y avait, donc non pas entre individus d'une même espèce comme j'en parlais tout à l'heure, mais plutôt entre individus d'espèces différentes, donc entre le chien et l'homme. Le chien et l'homme, c'est vraiment un cas très particulier et extrêmement intéressant dans le sens où ça fait 15 000 ans qu'il y a une coévolution entre l'homme et le chien. Et c'est très intéressant parce que entre nos deux espèces, on a développé des mécanismes de communication qui se sont retranscrits ensuite dans la biologie vraiment de l'espèce. Donc c'est un cas assez unique qu'on peut observer. Et donc cette réflexion et cette discussion qu'on avait eue autour de l'impact sur le faciès, ça provient en fait d'une étude britannique qui date de 2019, qui a été publiée dans un grand journal scientifique. Et en fait, les chercheurs avaient décidé de récupérer donc des cadavres de chiens et de loups, donc de chiens domestiques et de loups sauvages. Et ils avaient comparé plusieurs points anatomiques. Et ce qui a retenu leur attention en particulier, c'est qu'une différence assez inattendue était que les chiens présentaient des muscles beaucoup plus développés autour des yeux, en particulier au niveau des sourcils. Donc, ils se sont posé la question de pourquoi cette différence, pourquoi est-ce que le loup n'a pas ce développement musculaire autour des yeux et le chien le présente, alors que ces deux espèces ont divergé il y a 33 000 ans. Et donc, pour appuyer ces recherches-là et les éventuelles hypothèses qu'ils avaient, ils ont mis des chiens domestiques et des loups en présence d'humains et ils ont essayé de détecter par vidéo les contractions qu'on pouvait observer à ce niveau-là. Et on s'est rendu compte que c'était en fait un mécanisme chez le chien qui visait à imiter quelque part une émotion de tristesse. Donc c'est les yeux de chien battus qu'on connaît quand on a les chiens à la maison qui réclament à manger à table. Voilà. Et en fait, ça c'est assez intéressant dans le sens où c'est probablement une répercussion de cette coévolution. Et si elle a persisté chez le chien, c'est parce qu'elle a un intérêt évolutif. C'est parce que le chien qui est capable d'avoir cette attitude triste, d'imiter cette attitude triste, va être un chien qui va être plus souvent récompensé, qui va mieux manger, qui va aussi être plus attendrissant, qui va être conservé pour la reproduction. Donc, on va avoir une persistance aussi de ces gènes-là. Et donc, c'est une répercussion très intéressante de ce système de communication et éventuellement d'empathie qu'on peut avoir entre deux espèces. Et on peut voir que ça se retranscrit jusqu'à l'anatomie de l'espèce. Donc, c'est pour ça que cette étude a été très discutée et beaucoup présentée publiquement aussi. Merci beaucoup. Alors du coup, la troisième question, on a parlé de conscience avec Malik.
Et donc, on se pose la question, vous nous avez parlé donc de recherche pour étudier la conscience chez les primates. Et qu'est-ce qu'on sait justement sur cette conscience chez les primates? Alors, la conscience, c'est une question qui est extrêmement intéressante parce que le terme de conscience, quand on en parle dans les articles scientifiques, en tout cas, il faut toujours redéfinir euh, ce qu'on entend par conscience, parce que c'est un mot qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Donc, c'est important, quand on fait des recherches scientifiques, de dire, voilà, moi, la définition de la conscience que je vais considérer dans mes recherches à cet instant T dans ce protocole, elle correspond à ça. La conscience, puisqu'elle a plusieurs définitions, on va avoir plusieurs types de conscience, entre guillemets, très grossièrement. On va avoir la conscience de soi, de sa propre existence, de notre corps aussi, de notre position dans l'espace, tout ça. Il va y avoir aussi la conscience de l'environnement, temporel et spatial, et également la conscience des autres. Qui est lié aussi à l'empathie, hein, dont je parlais. Concernant les primates, qui sont très étudiés pour leur proximité, bien sûr, avec l'homme, génétiquement et aussi en termes cognitifs, la conscience de soi, elle est mise en évidence par un test assez populaire en éthologie qui s'appelle le test du miroir, où on propose de mettre soit une petite croix en papier, voilà, sur le corps de l'animal, ou avec des lasers, ça peut marcher aussi, une petite lumière. Et on pose l'animal, quelle que soit l'espèce, devant un miroir. Donc il faut adapter le miroir, hein, parce que pour les éléphants, c'est un peu plus compliqué, par exemple. Et ensuite, on regarde si l'animal va comprendre que c'est son reflet dans le miroir. Et on considère que quand il va détecter la marque, donc que ce soit une lumière laser ou que ce soit une croix dessinée à la craie, quelque chose comme ça, quand il va détecter ça et qu'il va savoir que d'habitude ce n'est pas là, il va essayer de l'enlever. Alors, chez les macaques, par exemple, ça va se traduire par, voilà, on a le laser sur le front, là, et puis on voit le macaque qui commence à se gratter, qui regarde un petit peu, qui se penche. Voilà. Donc là, on estime que s'il a ce réflexe de toucher son propre corps, il a probablement conscience que l'image qu'il a en face de lui est sa propre image, et donc il a conscience de son existence. C'est évidemment plus difficile à mettre en place chez d'autres espèces, parce que certains ne reposent pas trop leur fonctionnement sur la vision, ou bien chez des espèces qui ne sont pas vraiment en mesure de faire des mouvements assez limpides. Si on fait ça chez le serpent, par exemple, on se doute que c'est un peu compliqué à mettre en évidence. Donc ça, c'est pour la conscience de soi. Pour la conscience de l'environnement, chez les primates, par exemple, on sait qu'ils peuvent avoir tendance à conserver des outils avec eux pour s'en servir plus tard. Donc on a vu ça dans des expériences où on proposait un outil dans une pièce qui n'était pas utile tout de suite, et ensuite on proposait une tâche plus tard quand l'animal n'avait plus accès à l'outil. Et donc quand on lui reproposait la tâche, il avait ce phénomène de planification où il gardait l'outil avec lui, il l'emmenait dans l'autre pièce parce qu'il savait que s'il ne l'avait pas, il ne pourrait pas résoudre la tâche. Donc ça peut appuyer l'idée de la conscience de l'environnement. Et enfin, sur la conscience des autres, il y a donc l'empathie dont on a parlé. Et je voulais ajouter donc la notion de la théorie de l'esprit, qui est cette capacité à, en observant un individu, comprendre comment il se sent émotionnellement, ou bien comprendre un but qu'il peut avoir, un objectif qu'il essaye d'accomplir, parce qu'on le voit par son comportement. Et donc ça, il y a beaucoup d'études également chez le primate, que ce soit entre individus de la même espèce ou également avec l'homme. J'aime bien l'exemple du chimpanzé Sarah, chez qui justement cette théorie de l'esprit a été très étudiée, et c'est de ces études-là que proviennent cette notion-là, où on proposait à ce chimpanzé des images de problématiques. Donc il y avait un humain, par exemple, qui tendait le bras pour atteindre quelque chose au-dessus d'une armoire, mais on voyait juste une photo. Il y avait aussi un humain qui était enfermé dans une cage, qui essayait de sortir. Et on lui proposait ensuite des images de solutions potentielles. Donc, il n'y avait pas que des solutions, il y avait des images qui étaient là, qui n'avaient aucun rapport aussi. Et le singe associait correctement la problématique à la solution. Et ça a laissé entendre à ces chercheurs qu'il y avait une compréhension du but, que le singe comprenait que quand la personne levait le bras, c'est qu'elle essayait d'atteindre un objet en hauteur. Donc, le singe choisissait l'image du tabouret pour l'aider à atteindre. Voilà. Et ce qui était encore plus notable, c'est que selon l'expérimentateur, on avait des changements de réponse, c'est-à-dire que quand le chimpanzé était confronté à des images d'un expérimentateur qu'il appréciait, il choisissait les bonnes réponses parce qu'il y avait donc, ce qui laisse entendre qu'il y a une volonté d'assister la personne. Et quand on présentait ces mêmes images, mais avec un expérimentateur que le chimpanzé n'aimait pas du tout, il avait tendance à choisir les autres solutions.
Donc ça, c'est assez rigolo. Évidemment, c'est sur un seul individu, donc scientifiquement, c'est discutable, mais c'est ce qui a pavé en fait le chemin de ces recherches sur la théorie de l'esprit et donc sur la conscience des autres chez les primates. En fait, pour le temps que ça se remette en place, j'avais une petite question piège pour Malik et Jessica. Surtout que on parle de la robotique et donc toi, Malik, c'est un sujet. Je vais commencer par, Jessica, par Sarah, parce que tu nous as dit que tu aimais bien les chiens. Et est-ce que tu aimerais qu'on t'offre un robot chien? Alors, ma curiosité crie oui, absolument, parce que j'aimerais beaucoup voir les interactions entre robot-chien et le chien que j'ai à la maison. Ça, c'est c'est quelque chose, je pense, qui peut avoir un intérêt, qui peut vraiment m'occuper pendant très longtemps. Donc, oui, ce serait très intéressant. Mais autant pour moi que pour le chien. Le chien à la maison, c'est vraiment une excuse pour me dédouaner. Non, évidemment, ce serait extrêmement intéressant de voir les capacités, surtout que depuis les petits robots chiens que j'achetais dans les magasins de jouets quand j'avais 10 ans, je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Donc oui, effectivement, ce serait d'un bel intérêt. Ceux qui veulent prendre la parole là-dessus et qui ont un avis, vous pouvez aussi contribuer à la discussion. Malik, même question. Oui, bien sûr, hein. Si vous venez au LAS, hein, vous verrez des robots chiens plus évolués. Il y en a, mais c'est davantage la curiosité du chercheur, hein, qui consiste à essayer d'explorer quelles sont les possibilités d'appréhender la marche quadrupède, la marche bipède et la marche quadrupède et toute la complexité qui est associée à l'interaction sensorimotrice. Chez moi, non, je ne trouverai pas le besoin d'avoir un chien robot, absolument pas. Pour moi, un robot est une machine. Ce n'est rien d'autre qu'une machine et je veux la délimiter dans quelque chose d'extrêmement pratique, pragmatique, fonctionnel. Donc, c'est un robot, s'il est capable de me faire un bon dîner, je serai content. Et certainement d'acheter un robot qui serait un bon cuisinier, qui pourrait me faire un bon dîner. Il n'y en a pas encore sur le marché. Bon, bien sûr, robot aspirateur, tondeuse à gazon, etc. Il y a plein de choses très focalisées. Mais pour l'interaction émotionnelle et affective, hein, comme vous l'avez très bien souligné, non, je préfère interagir avec des êtres naturels.